Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de Force ouvrière, c'est le syndicalisme qui vous a rendu connu des Français. Vous êtes désormais président de JCBC Conseil. Vous conseillez quoi d'ailleurs ? Dans le domaine social, et notamment sur toutes les questions qu'on appelle RSE ou ESG aujourd'hui, parce que je suis persuadé que c'est une tendance lourde, et que les entreprises qui ne prendront pas sérieusement en considération ces éléments auront des difficultés, y compris économiques. Et les lecteurs de Franc-Tireur peuvent vous retrouver chaque semaine Tout à fait. dans nos colonnes. Alors avant d'entrer dans le détail de chacun des dossiers, quels sont selon vous les domaines économiques et sociaux que la campagne présidentielle doit aborder en priorité ? S'il fallait faire une liste des 4-5 dossiers que les candidats ne peuvent pas évincer de leur campagne. Je pense que le premier dossier, ça va être le dossier du pouvoir d'achat. D'ailleurs, on voit bien dans tous les sondages que c'est une des premières préoccupations des Français. Pouvoir d'achat ? Oui. Ensuite, pouvoir d'achat. Il y a également le deuxième dossier qui viendra d'une manière ou d'une autre, ça va être celui des retraites, puisque la plupart des candidats le mettent sur la table, donc c'est un dossier qui viendra. Il y a un dossier général d'organisation du travail, avec la pandémie, le télétravail, etc. Tout a été bousculé. Pour redéfinir ce que ça veut dire, voilà. Aller au travail. Tout à fait. Il y a des expériences intéressantes qui sont menées actuellement. Et puis il y aura un débat qui va être très important, même s'il n'est pas directement social, mais avec des implications, c'est quid de la dette. Après l'élection présidentielle, il va falloir à un moment donné discuter comment on règle le problème de la dette. Et ça, donc dépenses publiques, donc comptes sociaux. Donc dépenses publiques, voilà. Donc, et je crois que c'est les 4 gros dossiers à venir. Alors, pourquoi en cette fin d'année 2021, ce ne sont pas ces dossiers-là qui dominent le débat, mais les dossiers identitaires, sécuritaires ? La faute à qui ? La faute à la fois à ceux qui parlent d'identité depuis longtemps, au lieu de parler par exemple de laïcité et de valeurs républicaines. Faute également à certains candidats, je vais les citer, comme Jean-Luc Mélenchon, qui, j'ai le sentiment, qui quitte les valeurs républicaines pour aller, pour des raisons X ou Y, vers les idées communautaristes. Ça jette un trouble, compte tenu de ce qu'est et de ce qu'était Jean-Luc Mélenchon. Donc, je crois que moi, il me semble important en tous les cas que dans notre société aujourd'hui, dans cette fin d'année 2021, il faut rappeler l'importance des valeurs républicaines. C'est ça le cap. Ça devrait être le cap pour tous les candidats. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et le pacte social est au cœur. Et le pacte social est au cœur de ces valeurs. Notre système social était basé là-dessus. Sur les dossiers, pouvoir d'achat, retraite, etc., est-ce qu'il y a encore de vraies différences droite-gauche ? Pas tellement. Pas tellement parce que, je veux dire, on est arrivé dans un système que je trouve très compliqué, tout complexe. Quand on regarde les propositions des uns ou des autres sur la question des salaires, on va augmenter les salaires, mais on va diminuer là les cotisations patronales. L'autre, on va transformer de la cotisation salariale dans de la CSG, en impôts, etc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. On voit d'ailleurs aujourd'hui que quand l'inflation repart dans beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais il y a des négociations de salaires qui ont lieu entre 2, 3, voire un peu plus de 3%. Donc je crois que le problème est important. Il y a l'aspect salaire direct, mais il y a aussi l'aspect fiscalité. Et ça, c'est lié, c'est à la fois créer et redistribuer. Mais il faut faire simple, que les gens comprennent. Et pour faire simple, est-ce qu'il ne faudrait pas que le politique dise on s'en occupe pas, c'est les partenaires sociaux qui s'en occupent, on validera ce qu'ils décideront ? Ce serait beaucoup plus simple, parce que quand le politique regardez, si à un moment donné on décide d'alléger telle cotisation d'entreprise, mais pour pas grever la compétitivité des entreprises, l'État va intervenir. Est-ce que c'est à l'État de payer en partie les salaires des entreprises privées ? Non, on va plus s'en sortir dans ce genre de système. Donc effectivement, il faut retrouver une confiance et recréer un lien entre l'exécutif et ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Alors on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas parié au début de son quinquennat sur ce lien, mais on voit aussi que les syndicats n'ont plus trouvé l'opinion. Les Français se syndiquent peu, ils ne croient plus dans les syndicats comme ils ne croient plus dans les partis. Comment les relégitimer ? Ouais, moi, en même temps, je relativise ça un peu quand même, parce que quand vous faites le total des adhérents des syndicats, il y a beaucoup plus d'adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques, quels qu'ils soient. Alors ils y croient dans leur entreprise ? Dans leur entreprise, pas forcément les grandes centrales avec les leaders. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les confédérations ont tendance, comme les médias, les politiques, à être considérées comme des institutions. Donc critiquer en tant que tel. Mais on voit très bien, par exemple, pendant toute la période de pandémie, et c'est pas terminé, le travail important fait par les partenaires sociaux dans les entreprises, pour régler les protocoles sanitaires, régler les questions de télétravail, etc. Il y a un très gros travail de terrain. Et les gens, vous savez, adhèrent au syndicat, quel que soit le syndicat, s'ils voient que ce qui est fait dans l'entreprise ou dans l'administration par le syndicat, c'est du bon boulot, quoi. Vous parliez des retraites. Quand Anne Hidalgo dit qu'il n'y a pas forcément urgence à réformer les retraites compte tenu des comptes,
Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort? Je pense qu'il faut surtout arrêter de faire des usines à gaz, premier élément. Le régime universel à point, etc. Il faut laisser tomber toutes ces questions-là. Après, il y a des réglages à faire. Enfin, par exemple, quand vous prenez le dossier de la France, on a tapé sur 2 critères. On a augmenté la durée de cotisation, beaucoup plus que dans d'autres pays. Par contre, on a moins augmenté l'âge. Bon. Si demain, ce qui apparemment est sur la table de beaucoup de candidats, pas tous, mais on recule l'âge, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Est-ce que, par exemple, on diminue, aujourd'hui, quelqu'un, notamment les femmes qui n'ont pas des carrières complètes, si elles veulent prendre leur retraite à taux plein, elles doivent attendre 67 ans. Pourquoi on baisserait pas à 66 ans, par exemple? Pourquoi on réduirait pas aussi la durée de cotisation? Voilà. Mais ça doit se discuter avec les interlocuteurs sociaux. Et on voit bien que le Conseil d'orientation des retraites, ça dépend des critères que vous mettez dans vos calculs. Là, ils sont en train de réviser leurs critères et visiblement, ils vont faire des critères plus réalistes et ça va rendre plus nécessaire une intervention financière. Alors vous ne voulez pas du système à points, donc ça veut dire qu'on continue à faire payer les retraites d'aujourd'hui par les actifs d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice? On paye pour les vieux du moment, mais quand nous on sera vieux, on ne sait pas s'il y aura encore quelqu'un pour payer. Alors, il y a 2 systèmes dans notre pays. Je rappelle qu'il y a un système de base qui est un système par répartition, ce qu'on appelle la sécurité sociale, voilà. Caisse nationale d'assurance vieillesse, et il y a des régimes complémentaires qui fonctionnent eux aussi par répartition, mais sur un système de points. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gestionnaires de ces systèmes, qu'ils soient du côté des salariés ou du côté des non-salariés. Moi, j'ai eu des discussions avec la Caisse des pharmaciens. La Caisse des pharmaciens a un système de base par répartition et un système obligatoire social de capitalisation. Donc, il faut les faire confiance. On peut marcher sur ces 2 jambes sans problème. Oui, on peut marcher sur ces 2 jambes à condition de bien les encadrer. Voilà, pas faire n'importe quoi. Alors, nous sommes dans une période où le chômage a baissé. S'il continue de baisser, est-ce qu'il n'est pas légitime de durcir les conditions d'assurance chômage comme le gouvernement l'a fait en 2021? Non, parce que le gouvernement l'a fait uniquement pour des raisons financières. Écoutez, moi je prends un seul exemple, la dégressivité. La dégressivité des allocations pour les cadres. Voilà, pour les cadres, ça baisse plus vite qu'avant. Ça baisse plus vite qu'avant. Ça les incite à reprendre un boulot. Bah oui, mais sauf que ça a été fait dans les années 90, ça n'a pas marché. Ça avait été négocié dans les années 90, on a laissé tomber les gestionnaires parce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, ça ne diminuait pas le chômage pour autant. En plus, taper sur les cadres, je trouve ça stupide parce que les cotisations versées à l'assurance chômage par les cadres sont plus importantes que les prestations qu'ils perçoivent. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Si demain, le président, quel qu'il soit, vous nomme à la tête de Pôle emploi en vous disant, Jean-Claude, changez-moi tout ça. Il y a aucun risque. Il y a aucun. Non. Je suis très bien comme je suis aujourd'hui, notamment un franc-tireur et j'ai pas envie de faire autre chose. C'est réformable, Pôle emploi, c'est améliorable. Oui, bien sûr que c'est améliorable, c'est compliqué. Il fallait pas fusionner. Bon, ça a été fait. Quand j'ai fusionné la NPE et les ACDIC, oui. Ça marchait mieux quand c'était séparé. Bon, voilà, on a fait un grand bidule qui s'appelle Pôle Emploi, mais bien sûr que c'est réformable. Il y a aucun problème là-dessus. Alors, le problème aussi, c'est le problème du chômage, quoi. Certains candidats proposent de réserver certaines prestations aux citoyens de nationalité française. Est-ce qu'on ne va pas devoir s'y résoudre, à la fois pour des raisons de pression de l'opinion publique et pour des raisons financières pour faire des économies? Non. Je n'y crois pas. Moi, d'abord, ce serait dangereux sur le plan des principes et des valeurs. Vous savez, les travailleurs, parce que quand certains candidats, ils pensent aux travailleurs étrangers, et notamment aux travailleurs immigrés. C'est inacceptable. Ceux qui disent, par exemple, il faut supprimer l'aide médicale d'État. Parce que c'est des gens qui viennent se faire soigner, qui n'ont pas les moyens. Enfin, ça représente 0,4% des dépenses d'assurance maladie. C'est pas avec ça qu'on va faire des économies. Sauf qu'on stigmatise une population. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, là encore, c'est contraire à nos valeurs républicaines. Avec l'épidémie, vous le disiez, le télétravail, le changement de la relation d'entreprise, tout ça a été bouleversé. Est-ce qu'on a une chance dans cette mutation de rendre les Français amoureux de l'entreprise, amoureux du travail, d'améliorer les conditions de vie au travail? Ah, mais quand on regarde les sondages, l'entreprise est pas mal vue par les Français, y compris pendant la période de pandémie. Et donc oui, mais il faut réfléchir. Le télétravail, pendant la pandémie, tout le monde s'y est mis, on n'avait pas le choix. Mais c'est un projet de mettre du télétravail dans une entreprise. Ça se décide pas en claquant des doigts, ça modifie énormément le rôle du management intermédiaire. C'est plus le même rôle de diriger une équipe en présentiel et de diriger une équipe en télétravail. Donc il faut travailler sur les projets, mais on ne reviendra pas à 100% télétravail, ce serait une erreur d'ailleurs. Mais le télétravail à 2, 3, voire plus
3, parfois 4 jours dans certaines entreprises, ça va perdurer. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre la voie de la fin du salariat classique avec des CDI pour fabriquer une France où il y aura des micro-entrepreneurs qui, depuis chez eux, travailleront sur facture? Les moins heureux, ça sera pour faire des livraisons en scooter. Les plus heureux, ça sera pour faire du conseil informatique. On n'en est pas là. La majorité des gens sont encore salariés. Par contre, il y a des indépendants qui se créent. Vous prenez tous les travailleurs des plateformes. Le problème, c'est beaucoup d'entre eux veulent être indépendants, sauf qu'ils veulent réellement indépendance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas accès complètement à une protection sociale, pas accès à la formation, pas accès à toute une série de choses. L'indépendance, c'est la précarité aujourd'hui, encore trop. Ah, pour beaucoup, oui. Pour ces gens-là, oui, c'est beaucoup de précarité. Vous savez, un chauffeur de VTC, il travaille comme un dingue, et s'il a 900 € à la fin du mois, c'est beaucoup. Donc, il faut régler ça. Et s'ils sont réellement indépendants, il va falloir négocier leurs tarifs, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Vous avez commencé par ce dossier, le pouvoir d'achat, donc la hausse des salaires. Mais on sait ce que c'est la hausse des salaires. C'est la hausse des prix, c'est l'inflation, c'est la mécanique vicieuse. C'est dangereux aussi. Oui, mais en même temps, quand vous avez une inflation qui augmente, même les chefs d'entreprise considèrent qu'il faut réajuster les salaires. C'est évident. Ce qui serait dangereux, c'est de faire par exemple une grosse augmentation du SMIC. Il faut que le SMIC augmente, mais il faut laisser le temps. Il faut pas faire 10% d'un coup pour me faire comprendre. Il faut faire, mettons, 3%, laisser le temps aux négociations de branche d'avoir de l'effet, re-augmenter éventuellement après. Il faut y aller modérément. Moi, mon âge me fait que je me souviens de 81. Et en 80, on a augmenté à l'époque le SMIC d'un coup de 10%. Ça a généré quoi? De l'inflation. Et puis, au bout d'un an ou deux, le gain a été perdu. Est-ce que c'est raisonnable de le faire au niveau national, dans un monde tel qu'il est? Est-ce que c'est pas au niveau européen qu'on doit réfléchir? Le président Macron veut réfléchir aux minima salariaux. On pourrait réfléchir à la trajectoire. Oui, ça, il y a un progrès qui est fait pour le moment au niveau européen, pas tel qui serait souhaitable. L'idéal, ce serait par exemple que dans chaque pays européen, il y ait un salaire minimum. On y va tout doucement. Et on y va tout doucement, égal à 60% du salaire médian du pays. Voilà. Alors que le chiffre ne figure pas dans le projet, mais on y va tout doucement et c'est un élément important, oui. Le dossier de la dette, vous l'évoquiez aussi. Oui. Alors, est-ce que Jean-Claude Mailly est partisan de l'abolition de la dette, de la séparation entre une dette Covid et une dette normale, ou bien du remboursement, parce qu'il faut rembourser? Non, je pense qu'il faut isoler ce qu'on appelle la dette Covid. Ça, il faut l'isoler. Comme les spécialistes, on peut faire rouler la dette. Ça veut dire que dans l'annulation, j'y crois pas. L'annulation, mais la dette perpétuelle, pourquoi pas? Oui, mais on peut la faire rouler un certain temps, une partie en tous les cas. Et ensuite, vous allez voir le débat qu'on va avoir après la présidentielle, quel que soit l'élu, c'est comment on fait. On augmente des impôts, on réduit des dépenses. Si on réduit des dépenses, quelles dépenses? Et on voit très bien que le changement de gouvernement en Allemagne ne va pas rendre les choses simples. Il y aura de la fermeté. Il y aura de la fermeté du côté des Allemands. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et qui est le meilleur des candidats pour affronter cette équation, selon vous? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais je pense qu'il y en a deux quand même. Eh ben, on a deviné lesquels. Jean-Claude Mailly, merci, bonne journée. Merci à vous.